1848. Réfugié à Londres, le père du communisme, Karl Marx, publie le manifeste du Parti communiste, dans lequel il élabore sa théorie de la lutte des classes. Un livre dont on retiendra également la célébrissime phrase « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». 1869. Après plus de 10 ans de travaux pharaoniques, le canal de Suez, initié par le Français Ferdinand de Lesseps, est enfin ouvert. Cet événement marque les esprits de l'époque. Allégorique, les journaux célèbrent alors l'union de la mer Rouge et de la mer Méditerranée, réunies par la volonté, le génie et l'ingéniosité de l'homme. 1885. Le 6 juillet, Louis Pasteur sauve de la rage un jeune garçon, Joseph Meister. Il lui inocule un vaccin contre la rage dont il avait déjà éprouvé l'efficacité sur des chiens. Cette découverte permettra de sauver de très nombreuses vies dès l'année de sa découverte, et Pasteur pourra fonder son propre établissement, le célèbre Institut Pasteur. 1890. Bismarck, figure de l'histoire de l'Allemagne, réalisa son union et en devint le premier chancelier. Homme politique habile, il sut faire grandir son pouvoir alors que l'empereur Guillaume Ier vieillissait. À sa mort, la politique autoritaire et antisocialiste de Bismarck le pousse à affronter le jeune Guillaume II, qui l'oblige à démissionner. 1891. Un premier accord est secrètement signé entre la France et la Russie. 2 ans plus tard, l'alliance franco-russe est célébrée à l'occasion de la visite de la flotte russe à Toulon. Inquiets de la politique de leurs puissants voisins allemands, la France et la Russie multiplient les rapprochements. 1894. La Chine et le Japon s'engagent dans une guerre qui inquiète les puissances européennes. Mieux armées et mieux organisées, les troupes japonaises battent les Chinoises et assoient la puissance du Japon dans la région. 1896. Terrible défaite pour les troupes italiennes. Le 1er mars, plus de 4000 soldats italiens sont tués lors de la bataille d'Adwa, en Éthiopie. Cet échec conduira l'Italie à renoncer provisoirement à sa politique coloniale. 1900. 20 000 membres d'une secte en lutte contre l'occidentalisation de la Chine attaquent et tuent les membres des missions étrangères à Pékin. Des troupes européennes sont envoyées en Chine pour établir l'ordre. Le gouvernement chinois sera obligé de payer une forte somme en compensation. 1851. Londres, 1er mai. La foule se presse dans Hyde Park pour admirer le Crystal Palace construit à l'occasion de la première exposition universelle. On y célèbre les nouvelles réalisations technologiques du monde entier. Le Crystal Palace sera détruit par un incendie en 1936. 1877. Le 19 décembre, l'Américain Thomas Edison dépose le brevet du phonographe. Cet instrument permet de transcrire les vibrations des sons sur un cylindre et de les reproduire ensuite. Cette invention contribuera à la célébrité de l'un des inventeurs les plus doués de son temps. 1877. La France offre à l'Amérique une monumentale statue, La liberté éclairant le monde, œuvre du sculpteur Bartholdi. La statue de la liberté est désormais le symbole du Nouveau Monde, accueillant des générations d'immigrants dans le port de New York. 1889. Il a déjà bâti la structure de la Statue de la Liberté et il construit maintenant une tour de métal qui portera son nom, la Tour Eiffel. Édifiée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, cette tour deviendra le symbole de Paris. Elle inspirera de nombreux artistes, dont le peintre pointilliste Seurat. 1890. Clément Ader et ses successeurs gagneront-ils leur pari insensé? Depuis quelques années déjà, de multiples tentatives ont lieu dans le monde entier. Du saut de puce en bond de quelques mètres, l'homme finira à la fin du siècle par s'arracher du sol pour conquérir les cieux. 1893. On peut depuis un certain temps s'élever dans les étages des bâtiments grâce aux ascenseurs. Mais désormais, on peut se laisser porter par les escaliers. Cette invention plutôt incongrue connaîtra un réel succès. Elle fera le bonheur des grands magasins et des usagers du métropolitain. 1896. Le Français Pierre de Coubertin réalise un vieux rêve. Rétablir les Jeux olympiques de la Grèce antique.
Du 6 au 14 avril, près de 280 athlètes de pays différents disputent à Athènes les premiers Jeux olympiques depuis l'Antiquité. 1903. Maurice Garin ignore qu'il est le premier d'une illustre lignée de vainqueurs. Le premier Tour de France a réuni une soixantaine de coureurs. Seuls 20 ont atteint l'arrivée, après avoir effectué la grande boucle de Paris à Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et enfin, à nouveau, Paris. 1849. Charles Dickens, qui restera comme l'un des écrivains anglais les plus connus, écrit un nouveau livre pour dénoncer l'exploitation des ouvriers, et tout particulièrement des enfants. David Copperfield. 1875. Le Français Georges Bizet est déjà connu quand il compose Carmen, d'après l'œuvre de Mérimée. La critique fustige cet opéra, mais le public s'enflamme et lui assure un succès populaire considérable. 1885. Chicago se reconstruit après le terrible incendie qui a ravagé la ville en 1871. C'est l'occasion pour les architectes de mettre en œuvre leurs idées novatrices. Les gratte-ciels aux structures métalliques s'élèvent, annonçant l'architecture moderne. 1888. Une jeune femme travaille dans l'ombre du maître Rodin. Cette année marque l'épanouissement de Camille Claudel, dont une sculpture en plâtre est remarquée par la critique du Salon des artistes français. Sakuntala. 1891. Publié dans une revue américaine, puis édité en un volume, le portrait de Dorian Gray, unique roman d'Oscar Wilde, lui vaut un succès sans précédent. Mais l'Angleterre d'alors ne supportera pas les confessions homosexuelles de l'un de ses plus grands écrivains. En 1895, il sera condamné à 2 ans de prison. Il mourra en 1900 à Paris, oublié de tous. 1894. Le compositeur français Claude Debussy présente ce que l'on nomme alors un poème symphonique, prélude à l'après-midi d'un faune, inspiré d'un texte de Mallarmé. Après avoir écouté la composition de Debussy, ce dernier déclara « Cette musique prolonge l'émotion de mon poème et en situe le décor plus passionnément que la couleur. » 1896. Merdre, par Ma chandelle verte. Les exclamations du roi Ubu vont enthousiasmer le public du théâtre de l'œuvre qui assiste à la première. Alfred Jarry décrit dans cette pièce toute l'absurdité et tout le grotesque du monde. Il impose une nouvelle forme d'écriture à la scène et marque ainsi le renouveau du théâtre. 1903. La sécession gagne les grandes villes d'Allemagne et d'Autriche. Ce mouvement artistique, qui réunit des peintres, des sculpteurs, des architectes ou même des décorateurs, se veut en rupture avec l'art officiel. C'est une des manifestations de l'art nouveau dans la zone germanique de l'Europe. 1848. Un groupe de jeunes peintres, emmenés par Gustave Courbet, remet en cause la peinture classique et romantique d'Ingres et de Delacroix. Courbet prône une nouvelle peinture qui s'attacherait à la seule réalité du monde, sans artifice, exotisme ou sentimentalisme. Il écrira plus tard le manifeste du mouvement réaliste. 1874. Pissarro, Sisley, Cézanne, Monet, Degas, Renoir. Près de 35 artistes exposent leurs œuvres dans les ateliers de Nadar. Cette manifestation est considérée comme l'acte fondateur de l'impressionnisme. Gauguin appréciera ces peintres souvent décriés et achètera de nombreuses toiles impressionnistes. 1884. Le Belge Octave Mauss fonde un salon qui présente des artistes proches de l'impressionnisme ou tout simplement modernes, tels qu'Ensor, Whistler ou encore Manet. C'est un des rares lieux où Gauguin pourra présenter ses œuvres. 1888. Gauguin, qui a séjourné à Pont-Aven, réunit quelques artistes autour de lui. Il donne naissance à l'école de Pont-Aven, un mouvement précurseur des nabis et de l'art abstrait qui innove et poursuit ses recherches picturales vers le cloisonnisme et le synthétisme. 1891. Faisant suite à l'école de Pont-Aven, des artistes se réclament également de Paul Gauguin et se baptisent les nabis, les prophètes en hébreu. Parmi eux, Paul Sérusier, Maurice Denis et Pierre Bonnard, auteurs d'œuvres qui marqueront fortement les courants de l'art à venir. 1894.
C'est une figure de l'impressionnisme qui vient de mourir. Le père Tanguy possédait une boutique de matériel de peinture à Montmartre. Ami de Monet, de Pissarro, de Renoir, de Cézanne, de Seurat, de Van Gogh et de Gauguin, il sut toujours les aider, vendant leurs œuvres et les fournissant en couleurs. Vincent Van Gogh réalisa 3 portraits du père Tanguy, dont celui-ci. 1895. Un jeune marchand de tableaux, Ambroise Vollard, organise la première exposition personnelle de Cézanne, qui réunit près de 150 toiles. Cézanne n'a pas la reconnaissance du public qu'il attend, mais certains peintres le considèrent comme un génie. Gauguin, qui posséda plusieurs de ses toiles, lui vouait une admiration toute particulière. 1904. Picasso s'installe dans un immeuble minable de Montmartre, le Bateau Lavoir. C'est là qu'il peindra sa fameuse toile annonciatrice du cubisme, Les Demoiselles d'Avignon. Le Bateau Lavoir deviendra le lieu de rencontre d'une multitude d'artistes qui prendront part au mouvement cubiste et au bouleversement de l'art moderne. 1848. Paul Gauguin naît à Paris le 7 juin. L'année suivante, ses parents s'embarquent pour Lima, où vivent les parents de sa mère. Mais durant la traversée, son père, victime d'une rupture d'anévrisme, meurt. À 4 ans, Gauguin, sa mère et sa sœur regagnent la France. Le jeune garçon effectue des études peu brillantes, puis s'engage à 17 ans dans la marine, où il passera 6 ans à naviguer sur les mers du monde entier. 1871-1881. Cette période recouvre la première vie d'adulte de Gauguin. Il devient un habile agent de change et, en 1873, fonde un foyer en épousant une jeune Daloise, Mété. Ils auront de nombreux enfants. La vie s'écoule doucement, Gauguin travaille la semaine et peint le dimanche. 1882. Cette année marque un bouleversement dans la vie de Gauguin. La bourse de Paris s'effondre et Gauguin perd sa situation. La famille, déjà nombreuse, s'exile à Rouen et Paul se consacre de plus en plus à la peinture. En 1884, sa femme regagne Copenhague, effrayée par la vocation de son mari. Après un court passage auprès de Mété, Gauguin revient en France, où il vit dans la plus profonde misère. En 1886, il part pour la Bretagne et s'installe à Pont-Aven. 1891. Gauguin a hésité, puis choisit Tahiti pour s'isoler et travailler. Arrivé à Papeete, il déchante vite et part s'installer plus au sud. Il y peint ses premières veinées, vit dans une case avec l'une d'elles. Son œuvre progresse magnifiquement. Mais malade et lourdement endetté, il est rapatrié en France comme indigent. 1893. De retour à Paris, Gauguin hérite de son oncle Isidore, quitte sa femme et s'établit avec Anna, une javanaise. Il tente de vendre ses toiles, mais ne rencontre pas le succès escompté. Après 2 ans, l'héritage a fondu et Anna le quitte en pillant l'appartement. Gauguin vend ses toiles aux enchères et décide de repartir pour Tahiti. 1895. Gauguin est de retour à Papeete. Sans argent, malade, il peint et réalise des œuvres d'importance. L'administration lui cause 1000 tracasseries et, en 1897, il tente de se suicider. C'est à cette période qu'il réalise l'un de ses chefs-d'œuvre qu'il considère comme son testament pictural. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?